Nous sommes au début des années 2000, étudiant en droit à Grenoble, je me présente au Crous, sans rendez-vous, pour demander à conserver ma chambre d'étudiant. La réceptionniste qui m'accueille appelle le bureau de réservation pour être certaine que je suis attendu et que je peux être reçu. Au téléphone, elle demande: Est-ce que vous pouvez le recevoir? À l'autre bout du fil, la personne que je venais voir demande: Il ressemble à quoi? La réceptionniste me regarde, elle semble ne pas savoir quoi répondre, comment me décrire. Un silence s'installe, puis elle répond: C'est un jeune homme de couleur. En entendant ces mots, je me fige. Suis-je en couleur arc-en-ciel? Me demandai-je. Jeune homme de couleur? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la première fois qu'on me décrit ainsi. Des années plus tard, en coaching avec une policière communautaire, elle me confie ne pas savoir quel mot employer avec des jeunes à la peau foncée. Noir? Négro? Elle ne sait pas. En vrai, c'est quoi le problème avec le mot noir, tu vois? C'est quoi le problème avec ce mot? Pourquoi on n'ose pas le dire? C'est pas un gros mot. Récemment, j'en parle avec un pote. Il me dit, Natacha, j'ose pas dire noir. Je trouve que c'est raciste. Je préfère dire black. Je dis, bah non, en fait. Bah non, parce que les deux, c'est le même mot, voilà. Pareil, je parle avec une dame, elle me dit vous, les personnes de couleur, je vous aime et je vous soutiens beaucoup. J'ai dit, merci. Moi aussi, je vous aime et je vous soutiens. Les personnes sans couleur, je sais pas. Les personnes transparentes. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci le Paname, vous avez été super. Dans bien des contextes occidentaux, la peur de blesser ou de froisser conduit souvent à des euphémismes comme personne de couleur ou the black, etc. On se dit que ce sera plus doux, plus acceptable. Mais ce détour brouille le sens. Alors, que faut-il dire exactement? À travers cette vidéo, je saisis l'occasion de revenir sur ce sujet important et d'en proposer une approche éducative et nuancée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déconstruire les idées reçues avec Christian Do. L'endroit où apprendre autrement, penser en dehors de la boîte, devient une habitude et où la connaissance des choses cachées se révèle. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une réflexion autour de l'usage de l'expression homme ou personne de couleur pour désigner une personne noire. Restez connectés. Homme noir ou homme de couleur? D'où vient l'expression homme de couleur? L'expression homme ou gens de couleur naît dans le monde colonial français au XVIIIe siècle. Aux Antilles françaises, Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, on parle de gens de couleur libre pour désigner des personnes non blanches et libres, souvent métissées, parfois noires, distinctes à la fois des blancs et des esclaves. L'expression gens de couleur ne décrivait donc pas simplement une apparence. Elle renvoyait à une véritable catégorie sociale et juridique, à savoir les métis et les noirs libres, situés entre les blancs et les esclaves. Cette catégorie s'inscrivait dans ce qu'on appelle le préjugé de couleur, c'est-à-dire l'inégalité juridique établie entre les libres blancs et les libres de couleur. Les gens de couleur étaient libres, mais ils n'avaient pas pour autant les mêmes droits que les blancs. Ils faisaient face à des limites d'accès à certaines fonctions, certains métiers, à l'ascension sociale. Ils étaient exclus de nombreux droits selon les lieux et les époques. On leur fermait l'accès aux charges publiques, magistrature, administration, aux grades d'officiers dans la milice ou l'armée, à plusieurs corporations de métiers et professions libérales. Leurs témoignages contre des blancs pouvaient être écartés, l'endogamie était imposée par des interdictions ou autorisations conditionnelles de mariage mixte et l'on restreignait parfois l'accès à l'instruction ou à certaines propriétés. En somme, libre, mais assigné à un statut intermédiaire qui maintenait une hiérarchie favorable aux blancs. Héritage du Code noir, le statut juridique de gens de couleur devient plus visible à la Révolution française, au fil des débats sur la citoyenneté et des revendications portées notamment par les gens de couleur libre de Saint-Domingue, actuel Haïti, et d'autres colonies françaises des Antilles. Dans l'espace atlantique français, l'usage se stabilise. Gens de couleur désigne une population nécessaire à l'économie et à l'ordre colonial, mais dont l'ascension est systématiquement bridée. Avant 1865, par les circulations atlantiques à travers les navires, les marchands et les réseaux savants, ces expressions passent dans l'ère anglophone, où l'on rencontre la formule Free People of Color, c'est-à-dire des personnes non blanches libres, titulaires de certains droits, propriétés, contrats, parfois votes selon les époques et les lieux, mais soumises à des restrictions spécifiques, mobilité, profession, service militaire, témoignage. On retrouve ainsi cette catégorie dans plusieurs régions des États-Unis, notamment en Louisiane et sur la façade atlantique. Les catégories de gens de couleur dans les colonies françaises et de Free People of Color aux États-Unis ne recouvrent toutefois pas exactement le même cadre juridique.
Dans l'Empire français, le statut des gens de couleur s'inscrit dans une architecture très codifiée. Il occupe un entre-deux statutaire explicitement reconnu entre blancs et esclaves et fait l'objet d'une gestion administrative de cette zone médiane. Autrement dit, il s'agit d'une catégorie nommée et administrée avec des règles explicites. Aux États-Unis, la logique tend davantage, surtout hors Louisiane, vers un binaire, white, non-white. Les Free People of Color sont libres, mais tirés vers le pôle non blanc, sans reconnaissance stable d'une zone intermédiaire à l'échelle du droit commun. En plus de l'usage de Free People of Color, on utilise aux États-Unis l'appellation Colored. Apparu en 1758, Colored, selon l'Oxford English Dictionary, dictionnaire historique, traduit l'espagnol mujeres de color, femmes de couleur, que l'on trouve dans un récit de voyage sud-américain d'Antonio de Ulloa. Entré dans l'usage américain au début du XIXe siècle, Colored circule aux États-Unis en parallèle d'expressions déjà établies comme People of Color et Free People of Color. L'essor est net après la guerre de sécession. En 1863, le Department of War, actuel nom du Pentagone, crée officiellement les United States Colored Troops, ce qui atteste un emploi administratif du terme. À l'ère Jim Crow, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1960, Colored devient l'étiquette juridique et sociale, un marqueur générique du non-blanc, opposé à white, surtout pour les Afro-Américains, dans le droit et la vie quotidienne, école, toilette, wagon. Ce n'était pas une classe intermédiaire comme la catégorie de gens de couleur. C'était la catégorie ségrégée opposée au statut white dans le régime separate but equal, parfois étendu à d'autres non-blancs comme les Américano-chinois. Côté administration, les recensements et institutions ont longtemps employé colored comme libellé pour les personnes non blanches, puis négro, et l'appellation subsiste dans des organisations comme la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. En Afrique du Sud, le terme colored a désigné, sous l'apartheid, une catégorie légale distincte. La Population Registration Act de 1950 imposait l'enregistrement racial de toute personne et scindait la population en white, bantu, colored et Asian, Indian, chacune soumise à des droits et restrictions différenciés. Cette catégorisation s'articulait avec d'autres lois ségrégationnistes pour interdire ou criminaliser les unions et rapports mixtes. Dans cette hiérarchie, les colored occupaient un entre-deux en termes de privilèges relatifs, généralement au-dessus des Noirs africains, mais toujours discriminés et contrôlés quant au logement, à la scolarisation, à l'emploi et au mariage. Bien qu'appartenant à deux régimes historiques, juridiques et politiques très différents, on peut tracer des parallèles entre le statut d'homme de couleur dans les colonies françaises et colored en Afrique du Sud. Les deux catégories occupent un entre-deux hiérarchique, ni blanc, ni noirs ou esclaves, dans les colonies françaises, ni white, ni black African en Afrique du Sud, avec des privilèges relatifs par rapport au groupe le plus dominé, mais des droits inférieurs à ceux des blancs. Si la Population Registration Act a été abrogée en 1991 et le régime légal de l'apartheid démantelé jusqu'en 1994, la catégorie colored demeure présente dans les statistiques officielles et dans certaines politiques de réparation et d'équité, notamment l'Employment Equity Act de 1998 et le Broad-Based Black Economic Empowerment de 2003. Elle persiste aussi comme identité sociale débattue, à l'intersection d'histoires métisses et des héritages structurels de l'apartheid. De gens de couleur en France à Free People of Color puis Colored aux États-Unis, jusqu'à Colored en Afrique du Sud, la formule personne de couleur porte une mémoire racialisée et est chargée d'une histoire de classement et de hiérarchie. Ainsi, employer personne de couleur pour parler d'une personne noire, par euphémisme ou au nom de la politesse, réactive, même involontairement, un héritage juridique et social de ségrégation, un vocabulaire historiquement chargé, forgé, pour classer et assigner, un héritage où la couleur servait à hiérarchiser et exclure. La précision lexicale est un geste de respect et nommer les réalités avec justesse importe. Je ne suis pas un homme de couleur, je suis un homme noir. L'usage de noir pour désigner une personne noire est un endonyme, un terme d'autodésignation largement adopté et revendiqué par de nombreuses personnes et organisations afrodescendantes. Noir n'est plus seulement une couleur, c'est devenu une identité sociale et politique, un mot qui exprime à la fois une expérience partagée de discrimination et pour beaucoup une fierté ainsi qu'une revendication d'égalité. Plutôt que de dire personne de couleur, il faut dire personne noire. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo et j'espère que cela a été assez instructif pour vous. Comme j'ai l'habitude de le dire pour paraphraser Sacha Boudjema, la connaissance est la seule chose que vous pouvez partager sans jamais rien perdre. Si vous voulez approfondir ces sujets, organiser une formation
ou m'inviter pour une conférence dans votre école, entreprise ou communauté, contactez-moi, je serai heureux d'échanger avec vous. Merci d'avoir pris le temps de vous instruire avec moi et à une prochaine vidéo.